Et à la une ce matin, ce nouveau comité de concertation tout à l'heure. Le port du masque notamment sera au centre des discussions. Il sera aussi question du Covid Safety Ticket. On s'oriente également de plus en plus vers une gestion différenciée en fonction des régions qui connaissent chacune des situations sanitaires très diverses. Comment cette crise sanitaire a-t-elle été gérée au début? En Autriche, on tente d'établir des responsabilités. Un procès s'ouvre aujourd'hui pour faire la lumière sur la façon dont on a géré un certain cluster dans une station de ski. Et puis c'est aujourd'hui que s'ouvre un scrutin de 3 jours en Russie pour renouveler la Douma. La Chambre basse est dominée par le parti de Vladimir Poutine. Russie unie et devrait le rester puisque l'opposition, en grande partie muselée, peine à convaincre même auprès des jeunes. Reportage tout à l'heure en Russie. Et puis en football, l'équipe féminine des Red Flames entame aujourd'hui sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Une belle météo au programme, c'est avec Denis Collard. Temps calme et sec ce vendredi avec un soleil qui sera plutôt généreux et les maxima compris entre 18 et 22 degrés. Et c'est Aline Gonçalves qui vous présente votre journal de 8h. Bonjour Aline. Bonjour. Un nouveau comité de concertation se réunit cet après-midi à 14h. Et il balance entre annonces d'assouplissement et annonces de durcissement. Des sujets vont faire débat. Bertrand Haine en particulier, le port du masque. Oui, le nord du pays est très vacciné et souhaiterait donc assouplir les règles, que le masque devienne plutôt l'exception. On pourrait passer d'une obligation générale à plus de masques, sauf par exemple dans les transports en commun. Mais cet assouplissement ne colle pas avec la réalité de l'épidémie dans le sud où l'on est moins vacciné, surtout à Bruxelles et à Liège. Du coup, les experts continuent de plaider pour le port généralisé du masque dans les lieux fermés. Il est possible que cette discussion tout à l'heure, on aille vers des régimes différenciés, comme ça s'est vu par exemple sur le couvre-feu par le passé. La Flandre adopterait des règles minimales, plus souples que la Wallonie et Bruxelles. Ce système différencié, c'est celui qui permet déjà aujourd'hui, à Bruxelles par exemple, d'étendre le pass sanitaire, entre autres à l'Horeca. Autre question sensible, Bertrand, c'est la vaccination obligatoire du personnel soignant. Oui, les experts sont unanimes. Le taux de vaccination complète des prestataires de soins est encore trop faible dans notre pays. Le comité de concertation devrait donc confirmer son intention de rendre obligatoire la vaccination du personnel soignant, mais ça risque d'être long à appliquer. Il faut discuter dans les secteurs et puis il y a des obstacles juridiques. On parle de plusieurs mois. Et puis enfin, Bertrand, il y a aussi des bonnes nouvelles qui devraient être confirmées pour le monde de la nuit. Oui, entre autres, avec des assouplissements déjà annoncés qui seront confirmés. Les discothèques, les dancing devraient pouvoir rouvrir au 1er octobre, moyennant donc l'utilisation de ce fameux pass sanitaire ou CST Covid Safety Ticket. D'ailleurs, cela ne concerne pas que le monde de la nuit, mais tous les événements culturels ou festifs. Attention, le pass sanitaire sera étendu à Bruxelles, entre autres aux cafés et aux restaurants. Plus que jamais, donc, il faudra prendre le temps de bien s'informer selon l'endroit où vous habitez. Merci Bertrand. Et ce qui semble clair, on l'a compris, c'est qu'on s'oriente de plus en plus vers une gestion différenciée en fonction des régions et de leur situation sanitaire. À l'instar, par exemple, du Covid Safety Ticket étendu à Bruxelles à partir du 1er octobre. Vous venez d'en parler. Et pour Catherine Linard, géographe de la santé à l'UNAMUR, il y a bien une logique à appliquer des mesures différenciées. J'ai toujours été plutôt en faveur effectivement de mesures ciblées. La situation est plus délicate pour le moment à Bruxelles, donc oui, pourquoi pas n'appliquer la mesure qu'à Bruxelles, en sachant évidemment que si la situation se dégrade dans d'autres régions du pays, il faudra peut-être penser à l'appliquer ailleurs aussi. Pour l'instant, on a quand même comme à Liège par exemple. Voilà. Alors c'est vrai que Liège pour l'instant est dans une situation un petit peu plus délicate aussi. Pour moi, ça garde son sens, ça limite les risques. Et toujours concernant la lutte contre le Covid, l'Italie passe à la vitesse supérieure en imposant le pass sanitaire pour aller travailler. La décision est tombée hier. Tous ceux qui doivent se rendre sur leur lieu de travail devront à l'avenir présenter un pass sanitaire, que l'on travaille dans le public ou dans le privé. Donc il faudra soit être vacciné, soit disposer d'un test PCR négatif ou encore être immunisé. Des contrôles seront menés. Cette nouvelle mesure sera d'application le 15 octobre. Et puis il y a toujours cette question, comment cette pandémie a-t-elle été gérée au début? On commence à essayer d'établir des responsabilités. En Autriche débute aujourd'hui un procès. Plusieurs familles traînent le gouvernement autrichien en justice. Toutes ont perdu quelqu'un qui a été contaminé dans une station de ski alpestre. Elles dénoncent une gestion chaotique et des négligences coupables. Pour bien comprendre, Damien Roulette, il faut remonter au mois de mars 2020. La saison de ski bat son plein à Ischgl, station UP, aussi connue comme
comme l'Ibiza des Alpes. Parmi les skieurs, il y a Hannes Skopf, 72 ans, sa veuve raconte. Le départ a vraiment été chaotique. Il n'y avait plus de taxi disponible. Hannes a donc pris le bus. Il y avait tellement de monde à l'intérieur qu'on était collés les uns aux autres. Dites-vous bien que le 13 mars, il skiait encore à Ischgl et le 10 avril, il était mort. C'est horrible. Un rapport d'experts indépendants explique qu'une première alerte a été émise dès le 5 mars par l'Islande, une première alerte ignorée. Alexander Klauser, avocat de la famille Skopf. La première erreur grave est que les responsables locaux ont mis au moins 48 heures, 2 jours entiers pour réagir. Il faudra en effet attendre le 13 mars pour la fermeture de la station, le confinement local et le fait que des milliers de touristes ont dû quitter les lieux en quelques heures à peine aurait formé un cluster mortel. L'avocat Alexander Klauser. Je pense que ce que les victimes attendent le plus, c'est que la République d'Autriche prenne enfin ses responsabilités. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun signe en ce sens. Siglinde Skopf réclame 100 000 € de dommages et intérêts à l'État autrichien. Et une autre responsabilité épinglée, celle de la ministre néerlandaise des Affaires étrangères, poussée à la démission, mais ici dans un tout autre dossier. Sigrid Kaag paye la gestion de l'évacuation d'Afghanistan. Elle faisait l'objet d'une motion de défiance au Parlement. Le gouvernement néerlandais était fort critiqué pour ne pas avoir évacué certains Afghans, pour ne pas avoir anticipé la prise de pouvoir des talibans, malgré des signes précurseurs. Le gouvernement néerlandais s'est déchiré sur ce dossier. L'Union chrétienne, qui est dans la coalition au pouvoir, a voté avec l'opposition pour exiger la démission de la ministre. Sigrid Kaag qui s'est exprimée à la Chambre suite au vote. Votre Chambre juge que le cabinet a agi de manière irresponsable. Même si je soutiens notre engagement, je ne peux faire autrement, en tant que ministre en charge, que d'accepter les conséquences. Dans ma conception de la démocratie et la culture de notre administration, le ministre devrait partir si la politique est désapprouvée. L'engagement pour l'Afghanistan se poursuivra, même sans moi. Car je suis persuadée que le personnel des affaires étrangères et de la défense poursuivra son travail exceptionnel en tant qu'équipe, en tant que personne. Je les remercie ici pour tout ce qu'ils ont fait et continueront de faire. Et malgré cette démission, Sigrid Kaag restera à la tête de D66, le parti qu'elle dirige, parti de centre-gauche. Matin première, il est 8h08. Les Russes se rendent aux urnes aujourd'hui pour les élections législatives. Il s'agit de renouveler 450 sièges de la Douma, une chambre basse du pays, largement dominée jusqu'ici par le parti du président Vladimir Poutine, Russie unie. L'opposition, elle, est marginale, d'autant que l'essentiel des détracteurs ont été bannis du scrutin. Une opposition qui a donc peu de chances de faire le poids face à Russie unie, et cela y compris auprès des jeunes courtisés par les deux camps. Jean-François Herbeck est allé à leur rencontre, son reportage en Russie. La Jeune Garde, le mouvement de jeunesse du parti Russie unie du président Vladimir Poutine, mobilise des milliers de jeunes à travers le pays. À sa tête, Alexandre Malikov, un gaillard de 29 ans, au discours bien huilé. La Russie, c'est un très grand pays. Nous sommes les premiers dans le sport, dans les vaccins, contre le coronavirus, premiers dans l'espace. On a ce sentiment de fierté que nous sommes des vainqueurs. Une Russie qui gagne, mais qui se construit sans démocratie, d'après l'opposition. Les opposants sont la cible d'intimidations, de menaces, de calomnies. Une loi récente sur les organisations extrémistes interdit à tous leurs membres de se présenter aux élections. Le parti de Daria Youdina a été fermé par les autorités. Il portait pourtant le nom de Russie ouverte. Malheureusement, en Russie, on n'a pas de système démocratique. On a un système plutôt autocrate. Cela veut dire qu'il y a un dirigeant et que tout le monde suit son opinion dans tous les domaines de la vie. Deux camps, deux discours qui s'adressent à la jeunesse russe. D'un côté, beaucoup de slogans pour vanter la stabilité et la grandeur apportées par Vladimir Poutine. De l'autre, une vraie envie de changement dans la politique et la société.
Un reportage de Jean-François Herbeck, Aurélie Didier et Arnaud Vernier. Le vote en Russie se déroulera sur 3 jours, soit jusque dimanche. C'est le retour des fêtes de Wallonie ce week-end. Après une édition 2020 en mode mineur, retour des festivités cette année. Événements folkloriques, concerts seront au programme dans plusieurs villes. Le tout encadré malgré tout par des règles anti-Covid. À Namur par exemple, il faudra réserver et se munir d'un Covid Safety Kit pour les grands événements. Et puis dans les rues, pas de stand de péquet, interdit de consommer de l'alcool. On ne pourra boire qu'assis dans un établissement Horeca. Une mesure qui ne sera pas facile à faire appliquer. Simon Defailly est le gérant du café Les Poules à Lier dans le piétonnier. Il appréhende un peu le respect de ces règles par le public. Comme on le sent, on est quand même un petit peu plein d'appréhension puisque ce sont une fois de plus des Wallos en demi-teinte. Après, les choses sont un peu moins faciles pour nous, un peu moins claires. Que l'année passée, c'était assez clair, il n'y avait rien. Cette année, il y a eu beaucoup de choses d'annoncées, mais on est quand même très très limité dans ce que nous on peut faire. Et surtout, on ne sait pas du tout l'affluence qu'on va avoir. On a gonflé les équipes pour essayer de gérer au mieux. C'est pas pour ça que s'il y a vraiment un nombre de personnes qui est présent, qu'on arrivera à gérer de manière simple et claire. Une interview de Pauline Denis. Les fêtes de Wallonie revêtent aussi une dimension politique. Demain, il y aura les traditionnels discours à Namur. Le ministre-président wallon et le président du Parlement régional devraient évoquer la crise sanitaire, mais aussi les défis de l'après-inondation de juillet. L'Union wallonne des entreprises a un nouveau président. Pierre Mottet a succédé hier soir dans cette fonction à Jacques Craet. C'est un mandat de 3 ans. Alors Michel Gasset, question toute simple, qui est Pierre Mottet ? Pierre Mottet est surtout connu pour avoir dirigé IBA de 1996 à 2012 avec Yves Jongen, le fondateur de ce qui n'était alors qu'une petite start-up. Il a transformé IBA en leader mondial de la protonthérapie pour le traitement du cancer. Voici son premier message de président de l'Union wallonne des entreprises. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse remettre la Wallonie en tête durablement et qu'on le fasse ensemble. Ce sont les 3 thèmes. Je pense que la Wallonie a des atouts et l'opportunité de prendre sa place. Il faut sortir du défaitisme historique. La province la plus riche de Belgique, elle est en Wallonie, elle n'est pas en Flandre. On a des entreprises qui portent les couleurs de la Wallonie dans le monde entier, y compris dans le domaine, et je pense que c'est important aujourd'hui, tout le monde l'a bien compris, de le faire de manière durable. Et cette démarche, je pense qu'il est temps qu'on sorte des anciens clivages et qu'on se mette tous autour d'une table, qu'on regarde les problèmes et qu'on le fasse ensemble. Le moment est favorable, dit-il. Les plans de relance vont permettre d'injecter des milliards d'euros dans l'économie wallonne. Mais avec cet argent, précise Pierre Mottet, il faudra faire les bons investissements en évitant surtout le saupoudrage. La première, il est 8h13, le football et l'équipe féminine belge, les Red Flames, qui entament ce soir en Pologne leur campagne de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Elle aura lieu en 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce déplacement en Pologne, c'est le premier match officiel des Flames depuis plus de 9 mois. En décembre 2020, elles avaient battu la Suisse 4-0 et s'étaient qualifiées pour le prochain Euro, Lise Burion. Les Red Flames et leur staff sont assez vite descendus de ce petit nuage. En 2021, sur 6 matchs amicaux, les Belges en ont perdu 4. Face à des équipes du top européen, certes, les Néerlandaises, championnes d'Europe par exemple, ou l'Allemagne, mais aussi contre la Norvège, qui sera justement l'adversaire principal des Belges dans cette campagne qualificative. De quoi mesurer le travail encore à accomplir. Mais le travail, ça n'effraie pas les Red Flames. Ces matchs amicaux ont aussi permis de tester de nouvelles joueuses et de nouveaux dispositifs, même si le sélectionneur Yves Cernels va sans doute revenir aux fondamentaux et s'appuyer sur ses cadres pour ce premier match de la campagne en Pologne. Et si quelques Flames évoluent à l'étranger, comme Tine de Kenny, soulier d'or, partie à Offenheim en Allemagne cet été, la majorité des joueuses évoluent aujourd'hui en Super League belge. Elles se retrouveront donc plus régulièrement cette saison à Tubize avec le staff de l'équipe nationale pour mieux peaufiner certains détails. Bosseuses, les Flames sont aussi ambitieuses. Elles visent clairement la première place du groupe, synonyme de qualification directe pour cette Coupe du Monde en Australie et Nouvelle-Zélande. Mais pour remonter sur leur nuage et dans l'avion vers l'autre bout du monde, il ne faut surtout pas de faux départ ce soir. Et les matchs des Red Flames que vous pourrez désormais suivre sur la RTBF. Premier rendez-vous ce soir à 19h face à la Pologne en direct sur Typique en TV. Et notez déjà le deuxième, ce sera mardi à 20h45 face à l'Albanie. Et puis je vous rappelle aussi les résultats mitigés d'hier soir pour les clubs belges engagés en Coupe d'Europe de football.
football, la Gantoise a remporté son premier match de Conference League 0-1 à Tallinn en Estonie. Même score en faveur de Genk qui se déplaçait en Autriche au Rapid Vienne en Europa League. Puis en Europa League, toujours l'Antwerp s'est lui en revanche incliné 2-1 sur la pelouse de l'Olympiakos. Merci beaucoup Aline Gonçalves pour ce journal de 8h. Dans quelques instants, les décodeurs du vendredi. Et on va décoder un phénomène médiatique qui est déjà devenu d'ailleurs un phénomène politique. Le phénomène Éric Zemmour, possible futur candidat aux élections présidentielles en France. Vos appareils électriques, ce ne sont pas que des objets. Non, ce sont des... Derrière votre ordinateur, des champions d'Europe. Devant la télé, et des... Allez, bière pour tout le monde. Elles sont fraîches, hein. Et le lendemain, c'est plutôt des... Un café est bien corsé, hein. Et pourtant, une fois cassés, vos appareils vont finir au fond du placard. Déposez-les plutôt dans un point Récupel, au parc de recyclage ou en magasin. Ils seront recyclés pour créer de nouvelles matières premières. Trouvez votre point Récupel sur récupel.be. Récupel, repartons de plus belle. La première et la 3 présente la 30e édition du Mitra Jazz à Liège avec Thomas Dutronc, Eric Truffaz, Zinger & Moses, Portico Quartet, Antoine Pierre Urbex, Jean-Paul et Stevenard, Akamoun, Steve Coleman, Bill Frisell, Eric Lénini, Kurt Elling et Camille du 23 au 26 septembre. Info mitrajazz.be. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, Sabam for Culture et la Loterie Nationale. Round 1, fight! La Libre vous accompagne au quotidien et vous présente en exclusivité la collection